to us on the topic, Mastering Kubernetes Scaling Strategies with Custom Metrics. Let's go. Welcome, Nathan. You have the floor. Hello, are you hearing me? Are you getting me? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can hear you. We can hear you. All right, perfect. Bonjour à tous. J'ai entendu dire que ça faisait plusieurs heures déjà pour l'audience fatiguée. Donc, je vais essayer dans ma présentation de prendre les choses assez tranquillement pour que tout le monde puisse suivre. Il y aura pas mal de recoupements entre ce dont je vais parler, puisque de nombreux autres intervenants ont évoqué en termes d'architecture, de scalabilité. On va parler notamment de la scalabilité dans Kubernetes en utilisant les métriques custom. Quand on parle de métriques custom, c'est en complément avec des métriques standards. Et vous le savez sans doute, Kubernetes excelle réellement pour ce qui est de gérer les ressources des infrastructures qui supportent des applications en utilisant des métriques standards de CPU ou de mémoire. Mais très souvent dans des environnements plus complexes ou spécifiques à certains besoins d'affaires, les métriques standards deviennent rapidement insuffisants. C'est donc là qu'interviennent les métriques custom dans Kubernetes qui permettent d'adapter l'autoscaling à des besoins métiers précis et de réagir, par exemple, à des événements externes pour supporter des montées en charge. Donc, dans la présentation, on va comprendre comment ça fonctionne, en gros, les métriques dans Kubernetes, mais plus précisément les métriques custom. On va parcourir un peu à très haut niveau Kubernetes, KEDA, qui sont des outils clés pour parvenir à implémenter la scalabilité avec les custom métriques dans Kubernetes. Et puis, on va examiner ensemble quelques cas concrets dans lesquels les custom metrics peuvent apporter un véritable avantage là, pour les solutions. Donc, mais peut-être avant d'aller plus loin, il y a une brève présentation là. Moi, c'est Nathan Kamdem, architecte de système dans l'industrie du géospatial, actif sur Twitter ou X, sur LinkedIn aussi. J'ai eu de l'expérience à gérer des serveurs à l'époque où les choses se faisaient on-premise et de voir comment est-ce que les choses, les technologies nouvelles ont révolutionné la façon de gérer les infrastructures. Et c'est ce qui explique un peu mon attachement ou ma passion pour Kubernetes, d'où ma présentation. Et s'il y en a qui sont aussi passionnés de cette techno en particulier, n'hésitez pas à me suivre sur les canaux sur lesquels je suis actif, puis on pourra échanger sur divers sujets sur le domaine. Donc, avant de rentrer dans les détails plus techniques de la scalabilité, c'est bon de peut-être ressortir quelques définitions de base. Lorsqu'on parle de scalabilité, c'est la capacité d'un système ou d'une solution à s'adapter à des montées en charge. C'est inévitable quand on a des solutions qui sont exposées au grand public, qui est des montées en charge. Un autre concept très proche de la scalabilité, c'est l'élasticité. Juste deux différences entre les deux concepts. L'élasticité implique à la fois les montées en charge, mais aussi la baisse de charge. L'idée, c'est de pouvoir ajuster à chaque fois les ressources de l'infrastructure sous-jacente selon qu'il y a une montée ou une baisse de charge. Mais l'élasticité apporte aussi l'idée d'automatisation. On peut avoir de la scalabilité manuelle, mais en général, lorsqu'on évoque l'élasticité, c'est que les ressources s'adaptent de manière automatique en fonction de la charge. Mais aujourd'hui, en général, dans la littérature, ça arrive très souvent que les deux thèmes s'interchangent, qu'on parle de scalabilité pour évoquer en réalité l'élasticité. Mais il y a une subtile différence entre les deux concepts. Donc, de manière générale, quand on parle de scalabilité, quand je vais parler de scalabilité, c'est en fait pour évoquer les deux idées, à la fois la scalabilité, mais aussi l'élasticité. Le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, avec Kubernetes, c'est vraiment de l'élasticité à un très haut niveau de performance qu'on parvient à atteindre. Donc, scalabilité ou élasticité, il y a deux approches
au fil des années, l'approche horizontale ou l'approche verticale. Par le passé, on parle des années 90 à 2000, les montées en charge se géraient essentiellement avec une approche verticale. L'idée, c'était de surprovisionner les ressources d'infrastructure, de parfois avoir des serveurs de plus en plus gros, juste pour pouvoir supporter d'éventuelles charges importantes qui viendraient être générées par des solutions. Mais vers les années 2000, avec la virtualisation, VMware et compagnie, c'est devenu beaucoup plus facile. Juste en quelques clics, on pouvait avoir une VM supplémentaire pour supporter une solution. Et ça a été la prochaine étape pour ce qui est de la scalabilité. À ce moment-là, on commence à avoir des bribes de scalabilité horizontale, puisqu'au départ, c'était uniquement vertical, des concepts de répartition de charges, des architectures distribuées. Mais ça reste encore embryonnaire. Des intervenants un peu plus tôt ont parlé de ce qui s'est passé chez Netflix dans les années 2000. Et justement, c'est un événement qui a montré la limitation de la scalabilité horizontale manuelle parce que c'est ainsi que ça fonctionnait chez Netflix à cette époque-là. Une grosse montée en charge, c'était pas assez rapide pour provisionner de nouvelles machines virtuelles et supporter la montée à charge. Du coup, il y a une perte de service du côté de Netflix et ils ont adopté désormais une approche cloud native et d'automatiser entièrement toute la scalabilité de leur solution. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit dans Kubernetes? On a la scalabilité horizontale et la scalabilité verticale dans Kubernetes. Peut-être pour revenir sur des concepts de base. L'unité de base dans Kubernetes, c'est le pod. En fait, un ensemble de containers en général, c'est un container, mais parfois, il peut y en avoir plusieurs dans un pod qui en fait, sont en charge du traitement. C'est à l'intérieur du pod en réalité qu'on met l'application qui apporte une certaine valeur business. Les réplica sets, c'est juste un concept dans Kubernetes qui permet d'avoir plusieurs pods pour supporter une application. Et donc, lorsqu'il y a des montées en charge dans Kubernetes, on définit une ressource qui s'appelle des HPA, Horizontal Pod Autoscaler, qui en fait permet automatiquement Kubernetes sait selon la configuration du HPA quand est-ce qu'il faut déployer 3, 4, 5 pods. Donc, augmenter le nombre de réplicas pour pouvoir supporter des montées en charge, mais aussi quand est-ce qu'elle peut réduire le nombre de réplicas quand la charge diminue. Le concept de scalabilité verticale existe aussi, très peu utilisé par contre, mais qui permet éventuellement d'augmenter le nombre de CPU ou de mémoire qu'on assigne à un pod dans le cluster. Donc, ça, ce sont les métriques standards. Dans Kubernetes, il évalue le CPU, la mémoire des pods, et puis il prend une décision pour savoir s'il faut générer des pods supplémentaires ou en supprimer quelques-uns. Mais justement, cette approche est limitée parce qu'il y a de nombreux besoins d'affaires qui ne peuvent pas être couverts avec la scalabilité basée sur les métriques custom. Quelques exemples. On peut avoir besoin de scaler sur la base du nombre de messages qu'il y a dans une file d'attente. Kafka, RabbitMQ ou n'importe quel autre type de file d'attente. Mais là, les métriques standards ne pourront pas aider. On peut aussi vouloir scaler sur la base du nombre de requêtes HTTP en 30. Là aussi, les métriques standards ne pourront pas aider parce que le nombre de requêtes entrant n'est pas toujours corrélé avec la quantité de CPU ou de mémoire utilisée. Donc, avec les custom métriques, par contre, on est capable de gérer beaucoup d'autres cas d'utilisation et de scaler de manière très spécifique une application dans Kubernetes. Le diagramme ici montre 3 approches, en gros, pour ce qui est de la scalabilité dans Kubernetes. En bleu, c'est le comportement standard. On utilise des métriques standards. Le point de départ, c'est dans Kubernetes, ce qu'on appelle le metric server. C'est un composant dans Kubernetes qui collecte toutes les métriques des pods, donc les CPU et mémoire qui sont générés par chacun des pods. Ensuite, le Metrics API, c'est un autre composant qui, lui, va rendre ces métriques disponibles pour le HPA controller. Lui, c'est un composant dans le control plane, donc dans le cerveau, on va dire, de Kubernetes, qui calcule en temps réel le nombre de pods qu'il faut créer ou qu'il faut supprimer pour chacune
chacun des déploiements qui est dans le cluster. Donc, en réalité, le fonctionnement de base veut que dans votre application, vous ayez des spécifications de HPA où vous dites à Kubernetes, par exemple, si le CPU arrive à 50%, je veux que tu dupliques mon réplica. Donc, le HPA controller va constamment monitorer les métriques venant du metric server et aussitôt que le CPU va passer à 50% et plus, alors il va créer des pods supplémentaires pour pouvoir supporter la montée en charge. Ça, c'est le comportement de base dans Kubernetes. Mais comme on a dit, on peut avoir besoin de scaler en fonction de différentes sources de métriques. Alors là interviennent deux approches possibles. On peut passer avec Prometheus ou alors avec Keda. Ce sont les deux outils les plus couramment utilisés pour scaler dans Kubernetes sur la base des custom métriques. Peut-être si on commence avec l'approche Prometheus. Prometheus, dans le cluster, vient avec des custom resource definitions. Ce sont des ressources Kubernetes qui ne sont pas natives à Kubernetes, mais qui sont rajoutées par des composants externes, donc, comme dans ce cas-ci, par Prometheus. Il faudrait définir un service monitor. Ce que lui, il fait en fait, c'est qu'il va scraper, il va consulter les pods dans lesquels votre application est déployée, récupérer les métriques dans ces pods et puis les mettre à disposition de Prometheus. Donc, les récupérer des pods pour les stocker dans le Prometheus Metrics. Ensuite, le Prometheus Adapter ici, son seul rôle, c'est de convertir les Prometheus, les métriques Prometheus en métriques Kubernetes. Donc, grâce à ça, toutes les métriques de vos applications seront disponibles dans Kubernetes. Et ensuite, le HPA Controller pourra utiliser ces métriques pour calculer le nombre de pods qu'il faut créer ou alors qu'il faut supprimer de manière dynamique. Il y a une autre approche qui permet d'atteindre le même but sans utiliser le service monitor avec des annotations Prometheus en fonction de comment le cluster est configuré. Mais ça, c'est l'approche standard, l'approche de base avec Kubernetes. Les limitations de Prometheus, c'est que il faut avoir Prometheus dans le cluster et il faudrait aussi que la source de métrique custom supporte Prometheus. Mais dans les cas où ce n'est pas supporté ou alors Prometheus n'est pas déjà installé dans le cluster, l'autre approche, c'est d'utiliser Keda. Keda, lui, fonctionne de manière un peu similaire, mais avec quelques différences de Prometheus. Le Custom Resource Definition pour Keda s'appelle le Scaled Object. C'est un peu similaire à un Service Monitor, mais c'est juste pour dire à Keda comment est-ce qu'on voudrait que la scalabilité soit gérée pour une solution qu'on déploie dans un pod, dans un deployment dans Kubernetes. Donc, le Keda va lire le Scaled Object pour savoir ce qu'on lui donne comme instruction, comme règle de scalabilité pour l'application déployée. Ensuite, en fonction de ce qui est inscrit dans le Scaled Object, il va interroger des métriques custom. Il va interroger différentes sources de métriques. Et l'avantage donc de Keda, c'est que les sources de métriques peuvent être vraiment très diverses. Prometheus se limite à des métriques Prometheus, mais Keda va beaucoup plus loin. Il peut interroger des métriques dans des queues, directement dans une base de données ou dans diverses autres solutions cloud chez AWS, Azure ou GCP et rendre toutes ces métriques disponibles dans le cluster. Donc, très souvent, beaucoup vont direct dans l'approche Keda, mais ça dépend. S'il y a un Prometheus déjà dans un cluster, ça peut peut-être avoir de la valeur d'utiliser Prometheus plutôt que Keda. Et une fois que Keda a récupéré les métriques custom de sources externes, il y a encore deux façons de le configurer. La première qui est souvent l'approche par défaut, c'est que Keda n'a pas besoin de passer par le Custom Metric API, donc d'envoyer les métriques custom dans le Custom Metric API, mais Keda est capable d'aller directement écrire dans le HPA Controller. C'est ça qui fait aussi sa puissance, parce qu'il peut directement déterminer le nombre de réplicas qu'il faut créer sans avoir forcément besoin de fournir des métriques et de laisser le HPA Controller faire le travail indépendamment. Mais l'autre approche fonctionne aussi bien, c'est laisser Keda écrire des custom métriques dans le custom metric API et puis le HPA controller va les lire et déterminer le nombre de réplicas qu'il faut créer pour un pod.
Ce sont les différents modes, les différentes façons dont il est possible de configurer des custom métriques dans Kubernetes. Juste quelques cas d'utilisation concrets. Le premier ici, c'est quand on a une file d'attente, c'est-à-dire une application qui lit des messages dans une queue, notamment une queue Kafka. S'il y a peu de messages dans la queue, un pod ou peut-être deux serait suffisant pour les traiter avec de bonnes performances. Mais si, pour une raison ou une autre, pic de trafic par exemple, la queue se remplit très rapidement, les métriques custom ne vont pas permettre de gérer ce genre de montée en charge-là. Et donc, les métriques custom, c'est ce qu'il faudrait utiliser pour pouvoir scaler l'application horizontalement et lire plus rapidement les messages dans la queue, les traiter plus rapidement, de sorte qu'il n'y ait pas de perte de performance sur l'application. Donc, comme on l'a vu dans la diapo précédente, c'est les scaled objects dans KEDA qui sont appropriés pour ce genre de scénario. Donc, ça, c'est un peu la définition d'un scaled object, c'est un custom resource pour KEDA. Ce qu'il fait, c'est qu'on lui donne, par exemple, l'URL, le host, puis le port du Kafka, le topic qu'il va interroger, puis on lui précise c'est quoi le threshold. Donc, tant qu'on a 100 messages non traités dans la queue, on est correct. Mais dès qu'on va au-delà de 100 messages, le scaled object, en fait, est conçu pour que, au-delà de 100 messages, KEDA soit capable de scaler, donc de créer un autre réplica de notre pod pour pouvoir traiter les messages plus rapidement. Donc, avec un fichier comme celui-ci, ce qui se passe, c'est que KEDA lit le scaled object, il sait où aller chercher les métriques parce qu'on lui a donné la configuration du Kafka ainsi que le topic. Il va aller interroger le Kafka qui, à ce moment-là, représente notre external metric source et récupérer le nombre de messages qu'il y a. Si on se trouve avec plus de 100 messages, alors directement, il va écrire dans le HPA controller le nombre de réplicas qu'il faut créer et le HPA controller va simplement scaler de manière horizontale le pod pour pouvoir supporter la montée en charge. Le deuxième scénario, c'est celui dans lequel on pourrait utiliser Prometheus. Ici, on est dans le scénario où on a une API qui reçoit un grand nombre de requêtes, peut-être en des périodes de pointe. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, le nombre de requêtes reçues n'est pas forcément corrélé avec les CPU et la mémoire. Donc, c'est encore un cas d'utilisation où les métriques standards pourraient être limitées. Donc là, avec Prometheus, on partirait d'abord par définir une configuration pour le Prometheus adapteur. La configuration ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'il va chercher dans Prometheus une métrique qui s'appelle HTTP Request Total. Sur la base de cette métrique, il génère une custom métrique qui va s'appeler HTTP Request per Second. Il fait comme une somme du nombre de requêtes reçues sur tous les pods. Et cette métrique est enregistrée directement dans Prometheus. Une fois que cette configuration est faite, la prochaine ici définit le HPA, le Horizontal Pod Autoscaler, en lui disant, regarde cette métrique qui est une métrique custom, d'où le type external, et aussitôt que le nombre de requêtes par seconde va au-delà de 500, alors il faut que tu scales. Donc avec ces deux configurations, on dit en quelque sorte à Prometheus, récupère telle métrique qui est le nombre de requêtes, et puis crée des pods supplémentaires aussitôt que le nombre de requêtes va au-delà de 500. Donc, avec cette approche, on peut avoir une application qui scale horizontalement sur la base de métriques custom précises pour notre application. Les quelques enjeux avec les métriques custom dans Kubernetes, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'oscillations. C'est-à-dire une métrique qui fluctue rapidement, qui va quitter de 100 à 10, puis à 1, puis dans ces cas-là, il y a le risque d'embrouiller en quelque sorte le HPA controller et puis de faire en sorte qu'il puisse, dans un petit laps de temps, envoyer des signaux qui vont être contre-productifs pour l'objectif qu'on veut atteindre. Mais il y a des paramètres qui permettent en fait de mitiger ce risque, le Stabilization Window Sequence. C'est en fait pour dire, dans un tel intervalle de temps, ne prends pas en considération les changements de la métrique sur 30 secondes, par exemple, ou sur 10 secondes. Donc, même si elle change rapidement, dans cet intervalle-là,
il n'y aura pas de changement. Le HPA ne va pas scaler tant que on reste dans cet intervalle. Mais au-delà, là, il va prendre en compte la moyenne et ainsi faire les changements au niveau du nombre de réplicas. Le temps ne permettra pas qu'on passe au travers de tous les défis, toutes les bonnes pratiques pour ce qui est des custom métriques. Mais si vous entrez dans l'univers Kubernetes, c'est inévitablement un sujet sur lequel il faut se concentrer parce que, en général, dans la majorité des applications en entreprise, les métriques standards sont très limitées. Il faut très vite penser aux custom métriques et donc c'est ça l'approche pour pouvoir avoir des solutions qui scalent comme on veut dans un contexte. Okay, please can you? Okay, thank you. I wanted to say you should run up, but you are already almost at the end. Thank you. Just continue. That was it. J'ai essayé de faire dans le temps imparti. C'est pas évident un sujet comme ça en 20 minutes, mais c'est ça l'idée et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions? Je peux les prendre. Okay, thank you very much for your presentation, and it was quite interesting because personally, I am from the background that are for Kubernetes, and very interesting presentation. I don't know if we have questions online. Okay. If there are any questions, let me know. Here we have, I think we have mostly developers here, and none of them has a question. Thank you very much. And equally, I don't have a question. And what I would just say is, can you kindly note his name, Nathan Camden? And for every question, you can get to him on LinkedIn. And then I'm sure he's very enthusiastic about this topic, and he will give you every detailed information that you need. Thank you very much, Nathan. All right. Thank you. Have a good evening.